Bonjour à tous, on va doucement reprendre. Je sais bien que c'est agréable de se revoir, discuter, mais malheureusement, on a été un peu dense sur le programme. Il y aura du temps pour ça après. Du coup, dans cette partie de la matinée, on a voulu interroger le couple complexité-simplification dont on a déjà parlé ce matin et qui nous semble de plus en plus mis en tension dans nos sociétés. Comment ? On l'entend pas ? Si ? Ok, ça va. Dans des métiers comme les nôtres, dans le champ de l'accompagnement des personnes confrontées aux usages des produits et de la santé mentale au sens large, nos pratiques nous plongent au cœur de la complexité. Le soin ne révèle pas d'un modèle input-output. Il se construit dans la nuance, l'incertitude assumée, les temporalités singulières, les ajustements permanents, l'ouverture à ce que nous ne maîtrisons pas. Pourtant, dans la société, la simplification est largement valorisée. Elle consiste à rendre les choses claires, rapides et facilement mesurables. Elle est étroitement associée à la logique de la performance qui cherche à rationaliser, comparer, contrôler et produire des indicateurs. Cette simplification rassure les institutions et les responsables politiques car elle donne l'impression de maîtriser le réel. En cherchant à simplifier ce qui est complexe, à rendre plus lisible, plus rapide, plus quantifiable, cela ne risque-t-il pas de réduire des trajectoires individuelles à des indicateurs, de privilégier ce qui est visible, rapide, quantifiable, au détriment de ce qui est lent, fragile, relationnel et invisible. Pour réfléchir à ces questions, nous accueillerons Robin Suswain, dont je n'arrive jamais à dire le nom. Robin est sociologue, chargé de recherche à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Ses axes de recherche portent actuellement sur l'accessibilité des soins de santé mentale dans un contexte de saturation de l'offre et l'articulation entre les politiques publiques et les pratiques cliniques dans les services de santé mentale ambulatoires. Il a également travaillé sur la question du rétablissement et les traductions de la notion d'autonomie dans les pratiques des soins psychiatriques. Nous accueillons également Chiara Aquino. Elle est psychologue en institution à Babel depuis plus de 20 ans, mais elle fait également partie de l'association Appel Psy. Alors, Appel Psy, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une association qui soutient les psychologues pour une pratique clinique qui met la parole du patient au cœur du dispositif. L'association informe sur l'évolution de la profession de psychologue dans le contexte des grandes transformations des politiques de santé et soutient un axe politique affirmant la souffrance psychique comme non évaluable ni mesurable de manière quantitative, mais au cas par cas. Enfin, nous souhaitions aujourd'hui faire une place dans cette journée aux personnes que nous recevons chaque jour. 3 institutions membres de la FEDA, un service travaillant avec les justiciables, un ambulatoire et un résidentiel, ont été invités à illustrer cliniquement ce que l'injonction à réduire la complexité évoque dans leur pratique. C'est à vous. Bonjour, donc moi je m'appelle Raphaël, je travaille au RESAD. Je suppose que tout le monde sait ce qu'est le RESAD, enfin je l'espère. Mais sinon, donc, le RESAD, c'est un réseau pluridisciplinaire qui accompagne les personnes confrontées à des problématiques d'addiction, les proches et les professionnels du secteur psycho-médico-social, notamment via des formations ou des ressources adaptées. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. J'ai l'accord de la personne pour diffuser des éléments de son histoire. Donc Madame X a une 30aine d'années, elle est maman d'un petit garçon qui a été placé. Pour espérer le récupérer, elle doit prouver qu'elle se soigne. Elle est déjà suivie par un psychiatre, prend son traitement depuis plusieurs mois, elle fait ce qu'elle peut, mais ça suffit pas. Le service de la protection de la jeunesse exige maintenant un suivi dans un centre spécialisé en addiction. Un papier, une attestation, un document qui coche la bonne case, prise en charge addictologie en cours. Quand elle m'en parle, elle souffle, fatiguée. Je comprends pas, j'ai déjà quelqu'un, je vais le voir tous les mois, on me dit que ça me compte pas. Elle se retrouve coincée entre 2 mondes. D'un côté, répondre aux exigences pour récupérer son fils. De l'autre, se sentir réduite à un dossier, jugée sur ce qui rentre dans une case plutôt que sur sa réalité. Chaque étape devient un test, chaque rendez-vous un rappel. Tu dois te conformer. Mais conforme à quoi exactement ? À une idée du soin qui rassure les institutions, à une appellation,
addictologie, qui simplifie la réalité complexe d'une femme en quête d'équilibre, comme chacun et chacune d'entre nous, je pense. Cette conformité sert à rationaliser, à rendre lisible ce qui ne l'est pas, à rassurer une société qui veut des trajectoires claires, propres et mesurables. Madame X devient du coup l'objet d'une activité de mise en conformité, comme un peu une voiture qu'on prépare avant le contrôle technique. Il faut s'assurer qu'elle circule sans danger. Elle doit rentrer dans une case claire, une mère apte ou inapte, en soins ou pas en soins, en projet ou hors projet. Mais à force de réduire la complexité humaine à des symptômes, des dossiers, des cases, on efface toute subjectivité. Ses efforts, sa persévérance, son amour pour son enfant deviennent totalement invisibles. Et plus le système veut simplifier, plus sa vie se rétrécit. Le soin, au lieu d'être une ouverture, devient une contrainte. Je dois aller là parce qu'ils veulent un papier. Et l'on sait que le soin imposé soigne peu. Parfois, il se transforme même en son contraire, l'agression et la violence symbolique. Dans ma pratique au RESAD, c'est là que j'interviens et que je tente de créer un espace où la complexité peut exister, où la personne redevient sujet de son histoire et non plus objet du soin ou d'une décision. Je tente de raviver cette complexité qui nous rend vivants, de lui laisser place pour se déployer, et de surtout, au-delà des limites étroites tracées par les jugements et les dispositifs. Je tente de redonner du souffle là où tout est compté, du lien là où il n'y a que des critères, et dans ce contexte, ma pratique devient une sorte de clinique de la réparation institutionnelle. Je tente de recoudre à ma mesure ce que les dispositifs déchirent, et de maintenir un espace où la parole a encore une valeur, où la complexité n'est pas un défaut mais une richesse, et une expression d'humanité. Aujourd'hui, lutter pour préserver cette complexité a un coût. La perte de sens, l'épuisement, la fragilisation des ressources. Mais c'est là que réside le cœur du travail social, tenir la complexité coûte que coûte, dépasser les marges imposées et continuer à croire qu'une vie humaine ne se résume jamais à une case cochée. Du coup, trop bien. Ça va bien suivre avec ce qu'on amène ici depuis la pièce, donc qui a une communauté thérapeutique. Du coup, en guise d'introduction, on souhaitait aussi attirer votre attention sur le paradoxe de la demande pour cette présentation, puisqu'il s'agissait de pouvoir, en 500 mots, expliquer comment se traduit l'injonction à réduire la complexité dans notre pratique du lien qui s'inscrit sur des années. Donc du coup, on l'admet assez bien, le travail s'est avéré difficile, et donc du coup, on va essayer de faire de notre mieux pour vous raconter un petit peu le parcours de A et ce qu'il est venu déposer à la pièce. Alors, monsieur A est âgé de 41 ans. Il est d'origine palestinienne. Il est né à Gaza, fils unique d'une mère juive et d'un père palestinien. Il restera en Palestine jusqu'à ses 6 ans. Ses parents et lui quittent le pays pour aller au Maroc et trouver du travail. En 2002, ses parents décèdent dans un accident de la route. Monsieur âgé de 18 ans entame un parcours d'exil vers la Libye, la Turquie, en passant par la Grèce, l'Italie, la France et enfin la Belgique pour trouver asile et travail. Depuis son arrivée en Belgique en 2003, monsieur circule dans le réseau institutionnel bruxellois et tente d'y traiter son lien à l'autre, ses addictions aux produits illicites, des phénomènes hallucinatoires, etc. C'est par de nombreux allers-retours dans le réseau que monsieur semble se subjectiver. Ainsi, il se fait hospitaliser dans des hôpitaux psychiatriques, entame des cures dans un hébergement de crise, passe régulièrement dans un centre d'accueil pour usagers de drogue, trouve un lit à l'abri de nuit, s'oriente en maison d'accueil, bénéficie d'un suivi ambulatoire, etc. Ce que nous déployons brièvement ici, ce sont ces 7 séjours à la pièce, qui, depuis 2012, de par les différentes façons de se déposer dans les institutions, de par les allers-retours dans notre communauté thérapeutique, permettent à monsieur de s'identifier et cheminer vers une réhabilitation qui lui est singulière et structurante. En effet, voici en quelques points la trajectoire de monsieur, la trajectoire de soins de monsieur, qui démontre toute la complexité du travail et la nécessité d'une temporalité adaptée. Alors, lors de son premier séjour, monsieur quitte assez rapidement l'institution suite à des difficultés à trouver sa place au sein de la communauté. Un isolement intensifié par ces difficultés avec la langue française qui rendent le travail par la parole compliqué.
Lors de son second séjour, en 2016, monsieur comprend davantage le français. Il s'inscrit dans des projets qui lui sont propres et décroche un bénévolat dans une maison d'accueil. Il arrêtera ce dernier pour prendre le temps de chercher un logement et s'oriente vers ladite maison d'accueil. Son troisième séjour, en 2018, débute durant la période de Ramadan. Monsieur exprime des difficultés à s'intégrer de par ses horaires décalés. Tiraillé entre culture et engagement communautaire, le séjour de monsieur s'arrêtera prématurément. Lors de son quatrième séjour, en 2020, il est dans le lien, à la recherche d'une place adéquate, tout en respectant le cadre institutionnel de la pièce. Une consommation de cannabis envahissante mettra fin à séjour de monsieur. C'est lors de son cinquième séjour, en 2022, que monsieur formulera un désir de soutien dans la diminution de sa consommation de cannabis, mais également une demande de remise en ordre socio-administrative. Cette fois-ci, le séjour prendra fin pour surconsommation de traitement. À son sixième séjour, en 2025, monsieur vient avec une demande de réguler son traitement, la gestion des médicaments et la diminution de la consommation. Malgré une stabilisation psychique liée à une prise de neuroleptiques adéquate, la consommation au sein de l'institution amène à une fin de séjour. Enfin, lors de son septième et actuel séjour, monsieur semble au travail sur ce qui fait soin au niveau somatique. Il vient pour prendre soin de ses dents, de ses mains, de son corps qui semble comme abandonné, un stigmate d'une vie d'errance de plusieurs années. Il vient questionner ce qui fait réhabilitation sociale, comme on peut l'entendre au sens commun, mais surtout comme un projet fantasmé par nos pensionnaires. Il vient questionner les travailleurs sur leurs études, leurs salaires, s'ils ont une maison, un appartement, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants. Monsieur démontre alors une volonté d'intégration telle qu'il... Je reprends ma phrase. Monsieur démontre une volonté d'intégration telle qu'il se perd dans la complexité de l'individualité, du soin et des attentes de la société. Alors, avec ces 7 séjours et un peu leur particularité, ça nous permettait de mettre en lumière la tension constante entre, d'une part, l'exigence de performance, vue comme une nécessité de stabiliser, réinsérer et normaliser, et d'autre part, la temporalité subjective du soin, qui nécessite des ruptures, du temps, de l'accueil inconditionnel et de l'inventivité dans le lien et le soin. Ainsi, par leur parcours et ce qu'ils viennent déposer, ces personnes nous obligent. Elles nous obligent à nous questionner, à nous renouveler et à ne jamais simplifier. Alors on termine un peu par cette question qui a été déjà un peu discutée ce matin, qui semble logique et qu'on va du coup ressouligner. Sommes-nous là pour aider et soigner qualitativement ou sommes-nous là pour respecter et répondre à des limites quantitatives ? Merci. Bonjour à tous. Voilà, alors comme on ne fait pas toujours les choses comme tout le monde à Capiti, on a mis en pratique déjà la désobéissance dont on parlait ce matin en proposant autre chose qu'une vignette clinique et plutôt un état des lieux de nos pratiques au niveau de notre institution. Donc juste en guise de rappel rapide, Capiti est donc un centre qui travaille à cheval avec les justiciables et les personnes en situation de consommation. Donc on a un petit peu un pied dans chaque monde. Voilà. Donc, en gros, on a voulu commencer avec une définition du mot complexe qu'on a exprimé donc en trouvant simplement le fait qu'elle vient du latin complectere, qui signifie embrasser. Donc la sémantique nous rappelle que la complexité permet avant tout d'embrasser les aspects multiples du vivant et de nos patients. En réduisant la complexité, on s'empêche alors de comprendre et d'apprivoiser ce qui fait justement sens dans l'accompagnement et qui permet de former une alliance thérapeutique. Si on se place du point de vue judiciaire, qui ordonne un suivi thérapeutique, c'est déjà peu complexe, car le suivi thérapeutique est considéré comme seul recours vers une réinsertion réussie, étant donné qu'elle semble proposer une réponse unique à une multiplicité de parcours. Dès qu'il y a une rencontre entre un patient et la justice, la réponse prend la forme d'une injonction thérapeutique.
Sachant que le contexte institutionnel est carencé, on l'a déjà évoqué de nombreuses fois ce matin, les centres d'hébergement, les centres de cure, post-cure saturés, hôpitaux psychiatriques qui parviennent pas à absorber la demande, etc., etc. Ici, le souci, c'est pas tant l'idée de proposer un suivi thérapeutique en soi, mais plutôt l'idée que s'en fait la justice. À savoir un suivi qui viendrait réaliser des objectifs comme l'arrêt de la conso, la gestion de la violence, etc. On y voit surtout de notre côté la mise en place d'un certain contrôle social. Car il nous a demandé de fournir des attestations de présence, des contacts avec les assistants de justice, questionne parfois la limite du secret professionnel et autres. Nous avons plutôt l'idée qu'une façon de se dégager de cette instrumentalisation et de mettre à distance l'obligation serait justement d'admettre qu'il existe certaines formes de complexité. Que faisons-nous de la singularité du sujet, de son parcours de vie, de la fonction de sa consommation et éventuellement de la place d'une rechute? Nous avions également à cœur de comprendre ce qui se passe lors du passage en détention. D'une part, pouvons-nous considérer que la détention est un moment qui génère une grande détresse, qui pourrait déclencher de la consommation chez nos patients, sans oublier le risque de se voir prescrire en grande quantité des benzodiazépines, sans suivi médical, sans fenêtre thérapeutique, ni sans dégressive. On a parfois le sentiment qu'on substitue un peu un problème à un autre. D'autre part, le seul recours à l'injonction thérapeutique évacue de fait la question de la santé sociale, qui n'est pas considérée de la même manière que la santé mentale. On ne retrouve pas d'injonction à rencontrer les travailleurs sociaux et à prendre soin de la situation matérielle de la personne. On observe dès lors une forme d'instrumentalisation du suivi psychologique par la justice, faisant peu cas de la demande du patient, de son contexte socio-économique et de son origine sociale. On évacue également la question de la santé globale, pourtant au cœur de nos pratiques. L'injonction aux soins pour les malades est avant tout une injonction sociale qui souhaiterait assigner le détenu malade à une autre norme sociale. Pour le dire simplement, un humain normal ne commet pas de crime, ne se drogue pas, et c'est ça qu'on imaginerait venir réparer en proposant uniquement une cure et un suivi psy. Il existe probablement une différence de traitement entre la personne précarisée, qui reçoit ces injonctions thérapeutiques, de suivi psychologique et de cure post-cure, et ensuite l'individu socialement plus intégré, qui pourrait recevoir une différence de traitement et de considération, et bénéficier d'un accès non contraignant à des centres de réhabilitation, permettant notamment d'avoir une prise en charge plus rapide en contournant les listes d'attente et la saturation du réseau. Ces différentes modalités admettent dès lors une prise en charge différenciée. Au mode d'emploi simpliste du système pénal, il est important d'y opposer l'aspect éminemment transdisciplinaire de la connaissance, se montrer en capacité de travailler sur base de la rencontre avec le patient, qui fait partie prenante de notre réalité professionnelle. En conclusion, une question. Pouvons-nous imaginer le rapport entre la justice et le soin comme un rapport dialectique ? On entend par là que si l'on réforme le soin, la prévention et la possibilité d'une prise en charge adéquate, on réforme dans le même mouvement la justice. Et inversement. C'est finalement prendre en compte la complexité qui existe entre la justice et le soin. Merci. Merci à tous les trois ou à tous les quatre pour l'implication sur ce défi qui n'était pas évident de mettre en mots, en peu de mots, quelque chose de l'ordre de cette injonction. Comment est-ce qu'elle est entendue et comprise? Et cette question, je l'ai formulée aussi à d'autres. À Robin, que j'ai déjà présenté tout à l'heure, mais je propose qu'on commence par toi. Je ne sais pas si tu préfères pupitre, pas pupitre. Pupitre. Okay. Ça, je vais un livre. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il est bien allumé? Oui. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et d'abord, merci aussi à mes camarades de la FEDA pour l'invitation à vous présenter quelques mots aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais chercher à montrer, c'est comment la valorisation de différentes formes de performance dans le champ de la santé mentale, et plus particulièrement en ce qui concerne le traitement de la psychose, peut conduire le système de soins de santé mentale à exclure certains bénéficiaires. Il s'agit donc de mettre en évidence une tension qui peut exister entre, d'une part, différentes conceptions du soin, qui tendent chacune à leur manière vers une forme d'efficacité, et d'autre part, une éthique de l'accueil et du faire asile, qui puisse composer avec toute la diversité des personnes psychiquement fragiles, y compris celles qui ne semblent pas capables ou pas intéressées par le progrès thérapeutique ou l'émancipation citoyenne. Je m'intéresserai ainsi à deux évolutions contemporaines du champ de la santé mentale, promouvant certaines pratiques cliniques au nom de conceptions distinctes de la performance. Les pratiques fondées sur les preuves scientifiques d'une part, qu'on appelle aussi evidence-based practice, et d'autre part, celles se réclamant du rétablissement personnel.
Dans un premier temps, je montrerai comment la conception de l'efficacité thérapeutique scientifiquement prouvée du courant evidence-based repose sur des conditions de preuve d'ordre expérimental qui écartent a priori une part importante des patients réellement rencontrés dans la pratique clinique. J'interrogerai en outre le contraste qui peut exister entre une conception déficitaire de l'efficacité thérapeutique en termes de réduction des symptômes et les attentes personnelles des patients quant à leur qualité de vie. Dans un second temps, je vais aborder le cas de la philosophie du rétablissement et sa généralisation dans les institutions psychiatriques résidentielles. Les théories de rétablissement apparaissent au premier abord répondre à une approche déficitaire des techniques evidence-based en remettant le patient et son projet de vie personnel au centre de préoccupation. Ce courant réforme en effet la visée même du soin. Le soin performant n'est alors plus celui qui guérit ou réduit les symptômes, mais celui qui permet au patient une forme de réalisation de soi malgré ou avec la maladie. Mais dans les pratiques de soins concrètes en institution, la promotion de l'autonomie et du rétablissement agissent aussi comme un moteur d'exclusion des patients qui ne peuvent pas ou ne veulent pas jouer le jeu de cette nouvelle conception de l'humain, mobile, tourné vers l'avenir, partenaire du soin, refusant le statu quo et la dépendance, promoteur de son propre projet de vie. Si la philosophie du rétablissement peut bel et bien être source d'émancipation et n'apparaît pas en soi problématique, sa généralisation, y compris à des institutions censées accueillir sur le long terme des patients psychiatriques chroniques, interroge quant à la place qu'il peut rester dans nos sociétés pour l'accueil des plus dépendants. Un accueil non conditionné à une mise au travail, à la projection de soi dans un ailleurs ou dans un après, à l'inscription de soi dans le jeu de langage de l'autonomie attendue ou exigée par autrui. Alors là, je vous ai déjà tout dit, du coup. Je vais commencer par un petit résumé. Comme ça, je suis sûr de pouvoir aller une fois au bout. Et puis maintenant, je vais un petit peu développer en espérant d'avoir le temps de le faire. Alors, commençons par l'efficacité prouvée du courant evidence-based. Issue du champ médical, la philosophie générale de l'evidence-based practice, ou pratique fondée sur les données probantes ou sur les preuves, consiste à baser chaque fois que c'est possible les traitements que l'on prescrit, ou les examens complémentaires, ou les mesures de prévention, etc., sur des recommandations elles-mêmes issues d'études cliniques prouvant que l'option choisie est réellement la meilleure pour le patient. Et ce n'est pas n'importe quelle conception de la preuve qui va être valorisée par ce courant. Au sommet de la hiérarchie des niveaux de preuve, on retrouve les essais cliniques randomisés et contrôlés, dont le principe de base consiste à répartir un échantillon représentatif de patients aléatoirement dans deux groupes distincts. Dans un groupe, on va donner un traitement expérimenté et dans l'autre, un traitement placebo, sans que ni les patients ni les expérimentateurs ne sachent à quel groupe chaque patient appartient. Et ensuite, l'étude comparative des résultats dans les deux groupes doit permettre de démontrer l'efficacité propre de la molécule testée. En psychopharmacologie, donc en ce qui concerne la mise au point des traitements psychiatriques médicamenteux, ce procédé émerge dans la seconde moitié du XXe siècle dans le cadre de controverses qui portent sur l'efficacité des sels de lithium pour traiter l'excitation psychotique. L'essai clinique randomisé doit alors permettre d'évacuer la subjectivité du clinicien, suspecté de choisir ses patients pour soutenir sa démonstration. Au fil des années, les procédés expérimentaux se standardisent. Les procédures de recrutement des patients reposent sur des critères diagnostiques neutres, entre guillemets, du DSM, vérifiés sur base d'instruments standards, eux-mêmes validés par d'autres études. Mais il en résulte paradoxalement une très forte sélectivité des patients. Il n'est pas rare que seuls 20 à 30% des patients échantillonnés au départ participent finalement à l'expérimentation. Ces dispositifs expérimentaux, qui cherchent à traiter les troubles purs, entre guillemets, écartent en effet toute une série de patients pour des raisons d'imprécision diagnostique, tandis que d'autres patients finissent par abandonner l'expérimentation en cours de route. Dans la présentation de certaines recherches, on peut également lire que le traitement étudié s'applique à tous les sujets, délirants, résistants à la médication, etc., mais avant tout à ceux qui font preuve d'un certain degré d'insight, c'est-à-dire de conscience de leurs propres troubles, de flexibilité mentale et qui adressent une demande d'aide à propos de leurs idées délirantes. Ainsi, ces dispositifs qui sont à la base de recommandations de bonnes pratiques passent en fait à côté des sujets réels de la clinique en imposant des procédures de recrutement des patients qui, in fine, en écartent la majorité. Se dessine ainsi une tension assez forte entre démonstration d'efficacité d'une part et pertinence ou accessibilité réelle des traitements d'autre part. Une autre limite importante des approches evidence-based tient à leur conception même de l'efficacité thérapeutique.
S'inscrivant généralement dans une approche déficitaire, elles tendent vers un idéal consistant à supprimer la maladie ou du moins concevant un traitement efficace comme un traitement qui diminue ou efface les symptômes associés au trouble. Or, concernant les patients diagnostiqués comme schizophrènes, l'évolution vers un mieux-être n'est pas nécessairement associée à une réduction symptomatique. C'est ce qu'ont montré des recherches qui se penchent depuis la fin des années 90 et début des années 2000 sur la qualité de vie des patients psychiatriques. Des traitements portant sur la symptomatologie psychotique n'auraient qu'un effet en fait limité sur le niveau de qualité de vie des personnes et inversement, les prises en charge spécifiquement orientées vers l'augmentation de la qualité de vie n'induiraient pas forcément une amélioration symptomatique. Ces recherches qui remettent au centre de l'attention clinique la qualité de vie du patient et conçoivent que les intérêts de la personne concernée par le traitement peuvent être différents de ceux supposés a priori par un système de soins curatif, elles s'inscrivent en fait dans une évolution sociétale plus large qui valorise l'autonomie individuelle des personnes. Cela m'amène au second cas de ma présentation, la philosophie du rétablissement et plus largement les pratiques cliniques en institution qui visent à une forme de réhabilitation psychosociale. J'aimerais à présent montrer que, malgré de grandes différences de style avec les approches evidence-based, ces pratiques, là aussi, sont source d'une forme d'exclusion de certains patients et que ces formes d'exclusion sont liées à la manière dont elles conçoivent le progrès thérapeutique. L'après-Seconde Guerre mondiale est marquée dans nos sociétés par une forte aspiration à l'autonomie individuelle. S'opposant aux mécanismes institutionnels aliénants, aux hiérarchies écrasantes, à l'autorité de l'Église, de la famille, des grandes institutions, encore très prégnantes dans l'après-guerre, cette tendance, qui se cristallise notamment autour du mouvement de mai 68, consacre la valorisation du libre choix individuel et de la propriété de soi-même. Cette évolution s'opère avant tout au niveau des représentations. Il ne s'agit pas tant d'affirmer que les individus seraient moins interdépendants aujourd'hui qu'au début du XXe, mais plutôt de souligner que la conquête de liberté individuelle a gagné en prestige social et est devenue plus désirable, plus légitime. En quelques décennies, cette nouvelle aspiration sociale a gagné une telle centralité qu'elle a intégré nos institutions et les attentes qu'elles formulent à notre égard. À la sortie des années 80, l'autonomie n'est plus seulement un droit à conquérir, elle devient aussi progressivement une condition à remplir. Dans un contexte marqué notamment par la flexibilisation du salariat, la responsabilité individuelle ou encore l'adaptation à l'imprévu sont devenues des compétences attendues. L'autonomie conquise dans l'après-guerre, c'est en quelque sorte retourner contre l'individu, s'imposant désormais à lui comme une nouvelle exigence sociale. Et dans la santé mentale aussi, cette valorisation de l'autonomie va percoler, va avoir un certain effet. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la figure du fou évolue dans un mouvement critique de l'aliénation psychiatrique. Autrefois considéré comme un malade mental mis à l'écart de ses droits et obligations sociales, la personne souffrant de troubles psychiques est davantage perçue aujourd'hui comme un citoyen qui a perdu de l'autonomie, mais qui est en voie de reconquérir ses compétences, ses capacités, et qu'il convient de réinsérer dans un tissu social ordinaire. La réforme Psy 107, qui a été inaugurée en 2010, poursuit aussi ce projet. En permettant de reconvertir des lits d'hôpitaux psychiatriques en moyens supplémentaires pour les équipes mobiles, la réforme cherche à désinstitutionnaliser ou du moins à déhospitaliser le soin psychiatrique. La cible idéale, en quelque sorte, de cette réforme, c'est l'institution psychiatrique qui entretient, voire qui produirait elle-même, la chronicisation de ses patients. Les promoteurs de la réforme voient en effet dans les longs séjours en hôpital... Moi, je vais y arriver. Les promoteurs de la réforme voient en effet dans les longs séjours en hôpital psychiatrique une problématique à la fois économique, ces longs séjours ils coûtent assez cher à l'État, clinique aussi, puisqu'ils produisent finalement assez peu d'effets thérapeutiques, et morale, sur le plan du respect des droits humains. Et c'est dans ce contexte que la réforme 607 promeut la philosophie du rétablissement. Cette approche, très en phase finalement avec les valeurs d'une société de l'autonomie comme condition, entend favoriser la reconnaissance pour les patients d'un droit à la citoyenneté et un exercice de choix de vie. Le patient ne doit plus être passif, mais il doit devenir partenaire du soin. Le rétablissement vise aussi une meilleure inclusion des patients dans la communauté et un cheminement vers une prise en charge institutionnelle de moins en moins intensive. Présentée comme telle, la philosophie du rétablissement apparaît peu contestable. Mais dans les pratiques concrètes dans les institutions psychiatriques qui s'en réclament,
Plus que la reconnaissance d'un droit, le fait de se positionner comme auteur de sa vie et acteur de son changement prend la forme d'une attente formulée à l'égard des patients, voire d'une condition pour accéder aux soins. Dans un contexte marqué par un fort déséquilibre entre offre et demande de soins, donc un contexte de saturation, la plupart des institutions psychiatriques résidentielles mettent en place des processus de candidature permettant de filtrer les demandes avant de les inscrire sur liste d'attente. Séances d'information, entretiens de candidature, journées d'essai sont autant d'étapes, souvent vécues par les patients comme des épreuves, lors desquelles les professionnels sont amenés à juger de la recevabilité d'une demande de séjour. Tantôt, il s'agit explicitement de déterminer si, je cite, le potentiel de réhabilitation psychosociale du patient est suffisant, sans quoi le séjour serait considéré comme non pertinent. Dans d'autres cas, il s'agit plus indirectement de s'assurer que le candidat puisse s'inscrire dans l'institution, respecter à minima son cadre clinique et communautaire. Ce cadre peut comprendre par exemple la participation obligatoire à des activités sportives ou culturelles, le fait de faire le ménage, la vaisselle ou la cuisine à tour de rôle, le fait de gérer soi-même sa médication, de respecter les horaires d'entrée et de sortie de l'institution, ou plus subtilement, de s'intégrer dans un collectif de résidents sans poser trop de problèmes. D'entrée de jeu, les candidats patients sont amenés à formuler un projet de séjour. En principe, il n'y a pas de bon ou de mauvais projet, le soignant étant là pour soutenir le patient dans un parcours vers la destination de son choix. Mais en pratique, le bon projet peut être minimaliste mais pas trop, ambitieux mais pas délirant, et surtout il doit éviter le statu quo. Dans ces lieux qui se conçoivent souvent comme un tremplin vers un après, le but, je cite, « le but n'est pas de rester ici pour la vie ». Il ne s'agit pas simplement d'être accueilli dans un lieu de vie qui propose le gîte et le couvert, dans un cadre qui puisse faire une place à la folie, mais de s'inscrire, le temps d'un séjour, dans une mise au travail, s'intégrer dans un collectif de résidents et de soignants, mais aussi prévoir de s'en détacher, de se projeter vers un après et un ailleurs. Le projet de séjour du candidat est ainsi aussi amené d'emblée à être un projet de sortie. Or, tous les patients ne sont pas égaux dans leur capacité ou leur désir à jouer le jeu de l'autonomie et du rétablissement. Un certain nombre d'entre eux se voient essuyer de multiples refus parce qu'ils ne sont pas assez stabilisés, parce qu'on présuppose qu'ils ne s'intégreront pas dans le cadre institutionnel ou dans le collectif, parce qu'ils sont trop âgés pour qu'on puisse imaginer une évolution thérapeutique, ou parce qu'ils n'ont pas rappelé chaque mois lorsqu'ils étaient inscrits sur liste d'attente, comme certaines institutions le demandent. Décider d'une orientation clinique et sélectionner les patients qui s'y prêtent n'est pas en soi problématique, même si cela conduit, de fait, à l'exclusion systématique ou à la réorientation de certains types de patients de telle ou telle institution. Mais la question de savoir quels lieux alternatifs peuvent accueillir ces patients au faible potentiel de réhabilitation reste ouverte. Car si aucune institution particulière n'est tenue de proposer un accueil inconditionnel, le système de soins dans son ensemble doit le permettre. Cette question est d'autant plus saillante que la valorisation du rétablissement ne se limite plus aujourd'hui au seul centre de réhabilitation fonctionnelle. Des institutions initialement pensées pour accueillir sur le long terme des patients psychiatriques chroniques, comme les maisons de soins psychiatriques par exemple, s'inscrivent aussi largement dans une valorisation de l'autonomie. Il n'est pas rare non plus qu'elles limitent les durées de séjour à 2, 3 ou 5 ans, ou proposent un bilan tous les 6 mois, invitant le résident à questionner le sens de la poursuite de son séjour. La question des lieux alternatifs pour des résidents récalcitrants aux attentes d'autonomisation trouve trop souvent sa réponse en dehors des institutions agréées, dans les CHNA, structures d'hébergement non agréées, aussi appelées maisons pirates. Ces initiatives privées, à but lucratif, proposent à des tarifs assez exorbitants, souvent 1 500, 2 000 euros par mois, des conditions de vie souvent indignes et inhumaines, logement insalubre, absence d'eau chaude, rétention de documents d'identité ou d'argent de poche, coups et insultes, absence de soins. Cette problématique souligne l'importance, me semble-t-il, de valoriser à nouveau frais une clinique résolument inefficace. Une clinique qui se satisfait de ne pas y arriver, ou si rarement, qui n'est pas un temps ou un tremplin qui n'est pas un tremplin mais qui est un lieu, qui se contente de la moindre des choses, qui est aussi peut-être la plus difficile à offrir dans la durée, l'accueil, l'asile. Merci. Merci Robin.
Et je vois que le temps avance, donc Chiara, je te rajoute une petite contrainte supplémentaire, parce que je sais que tu aimes ça, le côté cadré. Et donc si tu as un quart d'heure plutôt que 20 minutes, c'est pas grave. Une petite injonction, n'est-ce pas? Voilà, bon, donc je vais déjà couper mon début. Hein. Bon, et donc je précise que j'interviens surtout en tant que clinicienne qui travaille en institution, que je ne suis ni experte ni chercheuse, et que donc dire quelque chose d'intéressant qui ne soit pas déjà une redite ou une anticipation des contenus de l'après-midi ne va pas être simple, surtout après cet exposé très précis et intéressant, et avec le peu de temps qui nous reste, et juste avant la pause de midi, qui est précisément le moment où tout le monde ne pense plus qu'au lunch qui approche, et où on sature un peu de mots et d'informations. Donc vous en avez eu assez, espérons pas trop encore, et vous avez faim ou envie de discuter de manière informelle, de fumer une cigarette ou de faire quelques pas dehors avant la reprise de l'après-midi. Et donc si je voulais donner un exemple un peu caricatural à propos de la réduction de la complexité, ce serait précisément de faire remarquer que parler ou écouter entre 10h et 11h n'est pas la même chose que de parler ou écouter entre 11h10 et midi 10, on est un peu plus tard. Pourtant, il s'agit de la même quantité de minutes. Sur un planning d'équipe qui collerait à l'idée de simplifier ce qui est complexe, il n'y aurait donc pas de différence entre les deux créneaux horaires. Mais puisque je ne suis pas un logiciel d'agenda inhumain, je vais essayer de faire court et de ne pas trop enfoncer des portes ouvertes. Alors, en lisant les... Bon, le troisième, ce n'était pas un cas, et je ne l'ai pas lu, j'ai lu les lignes principales, mais donc... je vais quand même faire un commentaire sur les 3 textes cliniques du début. Alors, il m'est apparu qu'il n'y a là rien de nouveau, bien que ça souligne et avec précision ce qui nous intéresse ici. Et donc, je m'explique, ce qui émerge de ces vignettes ne sont pas des problématiques nouvelles ou inconnues de nous, travailleurs de terrain. Si vous travaillez depuis un certain temps dans nos institutions, rien de cela ne vous a surpris, a priori. Nous avons toutes et tous, depuis longtemps, eu l'occasion d'expérimenter et d'éprouver à quelles difficultés ces thématiques nous confrontent au quotidien. Alors, par exemple, ici, si on voulait faire un petit commentaire, par exemple, sur le parcours de ce monsieur à la pièce, et qu'on essayait d'extraire une seule donnée quantifiable ou une seule catégorie, même si c'était dur de résumer en 500 mots, ça pourrait être pire. On pourrait demander combien chaque séjour a duré, hein, et estimer qu'un séjour court serait raté, que revenir, ce serait un ratage parce qu'alors il n'a rien arrêté. On pourrait dire que comme il y a eu une fois où il est parti parce qu'il y a eu une surconsommation, ça ne marche pas. En plus de traitement, donc même le traitement médical ne fonctionne pas, et ça n'aurait absolument rien dit, hein, de ce monsieur et de sa subjectivité, et de comment est-ce que le fait de circuler entre les institutions, le fait de revenir, en fait, si vous connaissez un peu évidemment nos publics, vous savez que l'errance est un des symptômes qu'ils peuvent avoir, et qu'en fait circuler entre les institutions, revenir, c'est une façon de localiser l'errance, et c'est une répétition qui est quand même moins ravageante que d'autres, hein, on va dire ça comme ça. Et pour le cas du RESAD, évidemment, hein, il y a l'idée que cette dame, elle a un symptôme, l'addiction, elle doit aller chez un addictologue, et en fait, si le problème du produit est résolu, elle sera tout d'un coup ce qu'ils appellent ou estiment être une bonne mère, hein, apte, hein, on ne sait pas ce que c'est, et que du coup on ne s'intéresse pas du tout à qu'est-ce qui a fait que cette dame a dû, pour fonctionner, pour trouver un bricolage, des solutions, pourquoi elle a commencé à prendre ce produit, mais si on l'enlève, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de tout le reste? Enfin voilà, c'est juste des petits extraits de la complexité réduite. Et donc les injonctions que nous percevons toutes et tous, le pouce à la simplification qui se répercute sur nous, nos collègues, nos équipes, nos institutions, et puis fatalement sur nos patients, n'est pas nouvelle, ni sa manière de se concrétiser dans nos boulots. Nous avons appris à composer avec une partie des exigences parfois raisonnables, parfois pas, qui pèsent sur nos métiers. Alors que j'imagine que pour la plupart d'entre nous, nous nous contenterions volontiers de la part de nos métiers qui s'inscrivent dans la rencontre avec nos patients. Ça a déjà été dit aussi ce matin. Nos bénéficiaires, nos usagers, nos résidents, à l'occasion avec nos collègues si on ne les déteste pas trop. Et nous passerions bien du reste. Le choix d'exercer nos métiers relève souvent d'un continuum qui va d'une curiosité minimale pour un autre que soi,
à l'envie furieuse de le sauver. Même si de ça, on en revient, espérons-le. Tous les corollaires de ce point central font partie du jeu, et certains d'entre nous s'y prêtent plus ou moins volontiers. Nous avons donc intégré le fait de devoir aussi écrire des notes ou des rapports, remplir de la paperasse, éventuellement faire la vaisselle, ça c'est facile. Et puis, il y a ces zones où on se frotte à d'autres logiques que les nôtres, dont celle des pouvoirs subsidiants, et donc par là aux politiques. Et là-dedans, il y a encore plusieurs dimensions, l'économique, la logique juridique, les statistiques, les diagnostics, etc., etc. Dans ces zones de frottement, nous avons toujours connu des tensions et des incompréhensions. Capiti en a fait état largement, d'autant que vous êtes au milieu des deux, ou les deux en même temps. Parfois, on trouve un terrain d'entente ou un terrain commun praticable. Parfois, ce sont des impasses, mais nous parvenons en général à faire avec, ou plutôt à faire sans. Ce qui est nouveau, c'est l'intensification de ces frottements. Les tensions qui augmentent jusqu'à devenir intenables, l'espace de pensée qui se réduit de manière inexorable, l'étouffement de notre logique de départ qui ne trouve plus assez de jeu ou de décalage pour exister malgré les contraintes, la diminution de l'énergie nécessaire à garder des endroits où on peut inventer, bricoler, essayer, se tromper et essayer encore, au nom, entre autres, de la simplification, qui demande des résultats lisibles, univoques, mais sous quelle forme? Bon, après, je voulais faire un petit commentaire sur l'exposé de Robin, et je redirai juste peut-être autrement ce qu'il a déjà dit, et beaucoup plus brièvement et de façon moins précise. Il est capital, effectivement, de souligner que la réponse au discours disparition du symptôme, guérison, réinsertion, ne serait pas du côté d'instaurer à la place la série autonomie, rétablissement, bien-être. Les deux manières de nommer ce qui est censé être notre travail ne sont pas des gros mots ou des souhaits ignobles pour nos publics. On peut leur souhaiter de guérir, on peut leur souhaiter d'être autonome, on peut leur souhaiter de se réinsérer, de se rétablir et de vivre dans le bien-être complètement guéri. C'est pas que c'est moche de penser ça. En soi, nous pouvons espérer ou viser chacune de ces idées seules, dans l'ordre proposé ou dans n'importe quel ordre d'ailleurs, mais le souci viendrait alors plutôt du fait de les prendre à la lettre, de les définir une fois pour toutes de manière figée et de décider qu'elles sont la solution pour tous et universelle. Donc le risque serait qu'une piste de travail, une orientation clinique possible, devienne un discours qui relève en fait de l'idéologie. Donc un discours qui se passe d'une part de la finesse clinique et théorique nécessaire et d'autre part des sujets concernés eux-mêmes, encore une fois nos patients. Je rebois un coup, désolée. Donc, dans ce sens, guérison ou autonomie aurait alors exactement la même valeur d'impératif, valable pour tous, idéalisé et donc féroce, que ce soit pour les travailleurs ou pour les sujets qui s'adressent à nous. Et j'arrive à la dernière partie. Merci. Et donc, un des fils conducteurs qui nous ont été proposés pour cette journée est de tenter d'illustrer de quelle manière l'injonction de réduire la complexité impacte nos professions, notre secteur, nos équipes, etc. Encore une fois, je rappelle que je ne peux m'exprimer que de ma place de psychologue dans un lieu précis pour faire en sorte que mon propos soit au plus près de mon expérience de travailleuse en institution, en espérant que cela parle à certains, au moins à certains d'entre vous. Donc en soi, la pression constante des injonctions n'a pas atteint la manière dont je travaille quand je suis face à une personne, dans un bureau, à la permanence, dans la salle d'attente, au téléphone, sur le pas de la porte, quand j'ouvre. Il me semble que si nous devons commencer à parler de résistance au discours qui voudrait simplifier et donc possiblement uniformiser nos bureaux et nos institutions, si nous avons de la chance, et c'est mon cas pour le moment, je le dis parce que c'est mon coordinateur en fait, donc nos bureaux et nos institutions seront nos derniers remparts. Ce que je veux dire, c'est que je ne travaille pas différemment en tant que psy, parce que j'aurai l'idée que je dois performer, simplifier, réduire la complexité. L'injonction ne va heureusement pas encore jusque-là. Je ne pense pas me tromper si je dis que c'est le cas pour mes collègues également, et que donc, autant que faire se peut, pour le moment, nos patients sont relativement à l'abri des impacts directs. Je veux dire, à l'intérieur de nos murs, évidemment, ils ne sont pas du tout à l'abri de tout ça à l'extérieur. Je ne pense pas, donc oui, à quel endroit est-ce que cela nous affecte alors en tant qu'équipe? Je dirais que c'est dans les interstices des rouages qui permettent à un lieu de soins de tourner, justement.
Comment rendre ce que j'avance un peu lisible ou visible pour ne pas donner l'impression que je suis moi-même dans l'abstraction ou dans du blabla, au bord de l'idéologie donc, quand je dis ça? Alors peut-être que donner l'exemple de ce que les chiffres sont petit à petit venus à représenter dans nos pratiques peut être une clé de lecture parlante. Il y en a d'autres bien sûr, mais les chiffres sont très tentants du côté de la simplification. Une catégorie d'un côté et le chiffre de l'autre. Déjà la catégorie, on pourrait en parler des heures de comment on l'a choisie, comment on l'a définie, comment on la perçoit avant d'y coller le chiffre, mais bon, c'est un autre problème, on va dire, lié. Et donc, déjà, ce mot de chiffre est étonnant. Hein. On pourrait dire nos statistiques, nos tableaux, on pourrait dire nos résultats, ou que sais-je. Ce serait quand même pas très joli, mais enfin, on dit chiffre. Hein. Ça fait penser, par rapport à tout ce qui s'est dit ce matin, de la logique managériale, des entreprises. Ça fait penser à chiffre d'affaires quand même, tout doucement. Donc, en soi, qu'un endroit qui reçoit des subsides ou des financements publics et des comptes à rendre, pour rester dans l'idée de chiffres, hein, les comptes, n'est pas absurde, même si nous en avons vu les limites ce matin. En tout cas, qu'on puisse donner accès à ce que nous faisons et des effets que nos pratiques produisent est plutôt logique et souhaitable, mais encore une fois, sous quelle forme? Nous avons toujours comptabilisé une série de données. Nous avons toujours complété les plateformes de récolte de données, et les retours de ces plateformes sont d'ailleurs riches pour nous. Et nous avons toujours consacré à Babel donc un chapitre entier de notre rapport d'activité à ces fameux chiffres, avec des tableaux, des pourcentages et tout ce qu'il faut. Et nous y avons ajouté systématiquement un commentaire pour donner du sens à ces nombres, les contextualiser, nommer nos étonnements, nos doutes et nos questions. Cette partie de commentaire a toujours été pour nous essentielle dans ce chapitre. Nous avons parfois mis un point d'honneur à ne jamais laisser les chiffres parler tout seuls. Et aussi parfois à comprendre pourquoi ces chiffres ne correspondaient pas à nos perceptions, à nos vécus, et à nous réajuster en conséquence par la suite. Donc l'idée ici, c'est pas qu'ils ne servent à rien. Mais pour reprendre l'expression que j'ai utilisée il y a quelques minutes, qui me semble parlante dans ce cas aussi, il ne faut pas coller à un discours, il ne s'agirait pas non plus de prendre les chiffres à la lettre, pour faire un jeu de mots, ou encore les chiffres à la place des mots. Et ça, que ce soit pour nous qui produisons ces chiffres ou pour ceux qui les réceptionnent et les traduisent. Il me semble qu'à une vitesse vertigineuse, nous sommes passés d'un rapport d'activité avec un chapitre de chiffres commentés à un rapport intermédiaire avec des cases à remplir déjà préétablies avec des nombres et non pas des mots, et la possibilité de commenter la manière dont on les remplit, mais est-elle prise en compte et comment et par qui? Et qu'on se dirige comme dans un TGV vers le fameux idéal d'un rapport d'activité uniformisé où les mots et le sens ne seront peut-être même plus une option. Et donc le rapport d'activité va devenir, si nous ne faisons pas attention, un outil qui peut être lu par un autre outil, qui va donner une conclusion, par exemple du côté de subside ou pas subside, mi-temps supplémentaire ou des heures en moins. Alors, on n'en est pas encore là et on peut toujours y voir de l'exagération, quoique... Mais peut-être que vous sentez aussi une certaine peur, une certaine crainte, une certaine inquiétude qui se niche de plus en plus du côté justifier pourquoi nous recevons de l'argent pour notre institution. C'est aussi des thèmes qui ont été abordés plus tôt. Et de la faire apparaître, par exemple, du côté du nombre de nouvelles demandes, des coups de fil reçus, des patients accueillis, etc. Donc nous sommes tous à peu près saturés. Pour la première fois à Babel, nous avons décidé de prolonger la suspension des entretiens d'inscription, alors qu'il y a quelques années, nous constations que nous n'avions pas de file d'attente. Et nous avons l'impression que lorsque nous demandons des moyens de répondre à la demande, on nous rajoute un logiciel avec la phrase « ça va vous simplifier la vie » ou alors un arrêté royal qui nous explique comment nous devrions travailler, voir l'exemple de ce qui vient de se passer en France. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'actualité, mais je vais pas m'alourdir là-dessus, on n'a plus le temps. Et donc oui, ce matin, on voyait aussi les différents statuts des subsides qu'on touche, leur durée, etc., etc. Alors pourquoi je dis que l'équipe en pâtit, encore relativement à l'abri, et donc je ne me plains pas de manière déguisée à ma hiérarchie, parce que nous passons trop de temps à encoder, à penser à comment traduire ce que nous faisons en chiffres ou langage codé lisible par d'autres, en essayant d'y mettre de la nuance et donc de complexifier. Et nous ne sommes pas encore au point où nous voyons en quoi tout cela est censé nous faciliter le travail. Enfin, trop rarement, sans doute par rapport à l'énergie que nous y mettons. Ce temps est comme du temps perdu, parce que nous ne le laissons pas empiéter de trop sur ce qui nous importe, les entretiens, par exemple, ou l'accueil par la présence et par la parole. Et donc, comme on disait ce matin, ce temps est perdu, mais en fait, nous, on travaille.
aussi pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Donc cela nous énerve, nous fatigue, parfois nous épuise, nous met en retard, nous fait courir de plus en plus. Mais bon, ce n'est pas le pire, je crois. Le pire est que finalement, tout ce temps-là, passé à réduire la complexité pour nous rendre lisibles, nous empêche de penser, en fait. Les chiffres sans les mots qui les accompagnent et qui leur donnent un minimum de sens sont un leurre. C'est un des endroits où on voit un peu le croisement de l'idée de performance avec celle de simplification, ayant comme résultat un appauvrissement de la pensée et par conséquent de nos pratiques. Il va sans dire que de toute manière, il y a quelque chose dans l'humain qui est irréductible à la quantification et qui reste à jamais opaque, paradoxal, insaisissable, parfois même avec le prisme de la parole. Et si on ne l'assume pas, nous serons toujours susceptibles d'être pris dans des logiques, quelles qu'elles soient, qui tendent à l'idéologie. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Et donc je vais terminer en disant que déjà je souhaite bonne chance à l'orateur qui va parler 1 heure pendant la digestion. Et puis, donc tout ça est bien complexe, mais je vous laisse le soin de le simplifier par vous-même, chacun à votre manière et dans la temporalité qui est la vôtre. Merci Chiara, merci Robin. Alors, l'idée était de pouvoir prendre le temps des échanges avec la salle. Je vois que le temps se restreint et que le point d'après est un point qui vient justement ouvrir la question des réflexions d'un dialogue directement avec la salle. Peut-être juste dire qu'il y a des choses que je retiens, quelque chose de l'ordre d'une aspiration à un moment donné, qui, quand il devient une injonction, a des effets. Quelque chose qui, dans les années 60, était du côté de la liberté, d'un possible. Ce possible nécessaire, en devenant une injonction à laquelle on colle, dans laquelle il n'y a plus de jeu, devient quelque chose qui enferme à nouveau, quelque chose qu'on a essayé d'échapper. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, ça c'est important. Et comment reconstruire des possibles et comment soutenir une parole qui puisse ne pas coller à et laisser quelque chose de l'ordre du semblant, quelque chose se dire, en fait, on ne doit pas rétablir tout le monde, mais ça doit exister dans le discours avec chacun. Est-ce que ça vous parle, est-ce que ça résume plus ou moins votre point? Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut réagir. Oui, moi je trouve que c'est une chouette synthèse de nos deux textes qui convergent quand même vers l'idée qu'on ne peut pas faire des absolus. Et donc, quel que soit le discours, tous les discours sont chouettes d'exister tous au même temps. Il y a pas, voilà. Mais il faut les faire exister comme possibilité et pas y coller, enfin, pas les prendre justement à la lettre. Voilà. Peut-être juste ajouter aussi, j'ai utilisé comme d'autres le terme d'autonomie de manière assez large, et c'est un mot valise, c'est un mot fourre-tout, qui a d'ailleurs son efficacité parce qu'il n'est pas clair, son efficacité politique, son usage dans les réformes à différents niveaux, à différents échelons. Il permet pas simplement une simplification, il permet aussi, on va dire, de continuer à discuter sur des malentendus. Et c'est ça une forme d'efficacité politique, cette histoire-là. Mais quand on creuse, évidemment, il y a plein de choses différentes derrière ce terme. Ça peut renvoyer effectivement à une idée d'émancipation citoyenne, de conquête de droits, d'affirmation de soi dans la société. Ça peut renvoyer aussi à la reconquête de capacités fonctionnelles, savoir couper soi-même un oignon, faire sa vaisselle, ne pas oublier de mettre un réveil, etc., prendre soi-même ses médicaments, tout ça. Ça peut aussi renvoyer au versant de la responsabilisation, se dire il est attendu que tu répondes de tes actes, etc., etc. Donc voilà, effectivement, dans cette pluralité, je pourrais aller, enfin, il y a encore beaucoup d'autres déclinaisons comme ça, et dans cette pluralité, effectivement, on retrouve ces tensions. Je pense que l'autonomie émancipatrice, elle existe encore aujourd'hui. Je vois l'histoire comme des strates qui se superposent, et donc je pense qu'on n'a pas perdu ça. Quand on pense à plein de combats politiques, sur les questions de genre, sur plein de questions différentes, ça existe encore, je veux dire, cette aspiration à une forme d'autonomie. Et en même temps, on a aussi ce mouvement, effectivement, où un tas d'institutions s'appuient sur ce jeu de langage-là pour légitimer des formes de pouvoir et paradoxalement des formes de contrainte. Voilà. Et ce que j'ai voulu indiquer,
c'est que nous aussi, quand je dis nous, c'est travailleurs, en réalité je ne suis pas travailleur psychosocial, mais bon, je veux dire en tout cas, quand on travaille avec un public fragile, on est aussi dans ce contexte sociétal-là, et on est aussi pris dans cette valorisation de l'autonomie, et parfois aussi dans son usage et sa manipulation dans des enjeux de pouvoir. J'ai eu un signe en me disant qu'on pouvait quand même prendre 2-3 questions de la salle. Je ne sais pas s'il y en a un ou une de vous qui... Bon, c'était dense, je trouve. Il y a eu beaucoup de choses qui sont organisées. On a peut-être un petit effet de tassement et il faut du temps. On me dit que les sandwichs ne sont pas prêts de toute façon. Ah voilà, oui.